Et si on parle ici seulement du monde animal, alors que dire de l'être humain et de son cerveau? Saviez-vous que le cerveau humain est plus complexe que n'importe quel ordinateur que nous avons créé? On nous présente, et on a bien raison de nous présenter par exemple le LEM, vous savez, qui arrive sur la Lune avec un ordinateur qui lui permet de calculer la distance qu'il sépare de la surface de la Lune, grâce auquel il va ralentir sa vitesse petit à petit, jusqu'à ce qu'il arrive à la surface du sol lunaire en faisant quasiment du surplace, n'est-ce pas? Il y a donc un ordinateur qui règle la vitesse et un système de freinage. Il y a aussi un système directionnel, parce que si l'objectif qui est visé ici, si le LEM s'en écarte, il va y avoir des petites fusées latérales qui vont rétablir le mouvement. C'est une merveille. Mais nous qui faisons ça, nous avons à notre disposition cet ordinateur qui nous permet de régler la vitesse pour nous arrêter juste au but, qui nous permet de régler la direction pour ne pas nous écarter de la direction. Et ça, c'est un geste extrêmement simple. Mais nous faisons des choses terriblement compliquées à chaque instant et qui changent tout le temps. La complexité du cerveau et de certains membres du corps humain constitue sans doute l'une des objections les plus sérieuses à la théorie de l'évolution. Si sérieuse que même le cofondateur lui-même de la théorie de l'évolution le reconnaît. Son nom, Alfred Russel Wallace, le cofondateur de la théorie de l'évolution avec Darwin. 10 ans après la publication de l'origine des espèces, Alfred Russel Wallace déclara dans l'un des plus célèbres journaux anglais « Ni la sélection naturelle, ni la théorie générale de l'évolution ne permettent d'expliquer quoi que ce soit sur l'origine de la vie sensationnelle et consciente. » Mais on peut même aller plus loin et affirmer qu'il existe des caractéristiques purement physiques de la race humaine qui ne peuvent pas être expliquées par le biais de la théorie de l'évolution et la survie du plus apte. Le cerveau, les organes de la parole, la main et la forme extérieure de l'homme nous offrent des difficultés particulières à cet égard sur lesquelles nous allons brièvement attirer l'attention. Si l'on médite simplement sur la complexité de notre cerveau, qui dépasse de loin toute technologie jamais créée par l'être humain, est-ce raisonnable de penser qu'il soit apparu par hasard? Si l'on médite sur sa composition, avec des centaines de milliards de neurones et ses impulsions électriques circulant à une vitesse d'environ 100 mètres par seconde, comment un esprit rationnel peut-il penser que cela provient du hasard? Comment imaginer, par exemple, qu'un système si complexe que le système nerveux central, constitué d'un réseau très ordonné de milliards de neurones, aurait pu émerger par hasard par de petites modifications successives accidentelles? Et que dire de la conscience? Comment des lois physiques et des réactions chimiques aléatoires auraient-elles pu donner naissance à l'intelligence, à la morale et à la conscience? Pour beaucoup, prétendre que la conscience provient métaphoriquement parlant d'un tas de terre et de cailloux est une absurdité inconcevable. Lorsqu'on médite réellement sur nous-mêmes et sur notre corps, n'est-il pas difficile de croire que toutes ces perfections est le résultat de simples accidents? Saviez-vous par exemple que notre corps est composé de plus de 100 000 km de vaisseaux sanguins, d'environ 25 000 km de bronches, de 800 millions d'alvéoles, de 10 000 bourgeons gustatifs, de 250 récepteurs sensoriels par centimètre carré de peau, de plus de 600 muscles, de 10 à 25 millions de récepteurs olfactifs et de 100 000 milliards de cellules? Alors, comment un esprit sain peut-il croire qu'un organisme si sophistiqué soit le résultat de causes accidentelles? Moi, je ne peux pas arriver à penser que par une série de petites mutations fortuites, les êtres les plus compliqués, les êtres supérieurs se sont formés. Remarquez, le problème est peut-être moins affolant pour un botaniste que pour un biologiste. Il l'est encore davantage. À vous trouver. Mais j'ai l'impression quand même qu'il est moins terrible de se demander comment s'est formé un chêne ou un sapin que de se demander comment s'est formé un homme. Oui, peut-être. Tout de même. Mais le malheur, c'est que nous n'étions pas là, n'est-ce pas? Voilà. Mais justement, ça m'intéresse beaucoup de prendre contact avec un botaniste. Est-ce que pour lui, le problème est aussi angoissant? Le problème est aussi angoissant. Le problème est aussi angoissant, mais peut-être que c'est plus spéculatif, plus théorique quand même. Tout de même, vous avez les formes supérieures des végétaux, oui, mais vous n'avez pas ce terrible, je pense ce mot terrible, ce terrible aboutissement du cerveau humain et de la pensée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Le problème plus dramatique. Oui. Donc chez vous, le problème est moins dramatique quand même. Peut-être parce que des champignons, des végétaux aussi primitifs que les champignons, par exemple, posent moins de problèmes. Moins de problèmes. Des oui, animaux qui sont doués d'un organisme extraordinairement différencié. Oui, le passage du champignon quand même au chêne, oui, doit être quand même pour vous moins effrayant que le passage d'un ver de terre à l'homme. Je ne sais pas. Non, vous ne le savez pas. Je ne sais pas.
C'est aussi incompréhensible. Et c'est incompréhensible. C'est aussi incompréhensible. J'aime bien ce mot, car c'est vraiment pour l'instant ma conclusion.